Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire sur les feuilles de route Net Zero selon le LCI, Loi sur le climat et l'innovation. Je m'appelle Félix von Niederhäusern et je fais partie du secrétariat du LCI. Aujourd'hui, je suis en charge de la modération de ce webinaire et en particulier de la session des questions-réponses. Vous pouvez poser votre question à tout moment dans le chat, puis nous le répondrons après les présentations. Je passe maintenant la parole à Paul Anderek. Merci beaucoup, Félix. Bonjour à tous et bienvenue de ma part également dans ce webinaire sur les feuilles de route Zéro Net pour les entreprises. Je m'appelle Paul Anderek, je suis responsable à l'Office fédéral de l'énergie pour la mise en œuvre de l'article 5 de la LCL, en fait, la loi sur l'innovation et le climat, sur la protection du climat, en fait, pour être exact. Donc, celle-ci concerne les feuilles de route. Je suis accompagnée aujourd'hui pour ce webinaire par deux autres intervenants. Sophie Wenger-Hintz, qui est spécialiste en technologie d'émissions négatives à l'Office fédéral de l'environnement, et Pierre-Yves Padet, qui est spécialiste en bilan, ou en réalisation de bilan des émissions des gaz à effet de serre et en analyse du cycle de vie. Voici le menu pour aujourd'hui. Je vais vous présenter avec Sophie Wenger les aspects essentiels à prendre en compte pour la réalisation de feuilles de route. Dans une deuxième partie, Pierre-Yves Padet vous présentera le Scope Emissions Tool. Et dans les 30 dernières minutes, nous répondrons autant que possible à vos questions. Quand je dis autant que possible, c'est autant que le temps le permet. Je commence par quelques mots sur le contexte. La loi sur la protection du climat est entrée en vigueur le 1er janvier. Elle concerne les entreprises en Suisse, toutes les entreprises en Suisse. Elle fixe l'objectif de zéro émission nette pour la Suisse en 2050 au plus tard et également pour les entreprises. Pour atteindre cet objectif, on peut réaliser une feuille de route. Ce n'est pas obligatoire. La loi sur le climat prévoit aussi des subventions pour la mise en œuvre de technologies ou de process innovants. Si on fait une demande de subvention selon l'article 6 de la loi sur le climat, alors il est indispensable d'envoyer une feuille de route et celle-ci doit impérativement respecter les critères, les exigences définies dans l'ordonnance sur la protection du climat. Donc, pour pouvoir respecter ces critères, vous pouvez vous référer aux bases et aux méthodologies qui sont décrites dans la directive en lien ici. Elle est pour l'instant disponible qu'en allemand, mais elle sera publiée en français et en italien à la fin du mois. Je commence par quelques mots sur les services de conseil. Dans le cadre des feuilles de route Net Zero, il n'est pas obligatoire de faire appel à un conseiller ou une conseillère accréditée. Les feuilles de route peuvent être réalisées par des experts en interne ou en externe, au libre choix de l'entreprise, mais aussi à ses frais. Il n'y a pas de subvention pour la réalisation de feuilles de route. Les conseillers et les conseillères qui veulent s'enregistrer auprès de l'OFEN peuvent le faire. Il faut nous envoyer votre dossier, c'est-à-dire le formulaire en lien sur notre site, votre CV et au moins 2 références par expertise de branche à notre adresse email itinero@bfe.admin.ch. Sur la base de ces conseillers et conseillères enregistrés chez nous, nous allons publier une première liste de conseillers à partir de fin mars sur notre site web. Et si vous souhaitez être informé des nouvelles publications, comme par exemple cette liste de conseillers et conseillères, vous pouvez nous envoyer un email à itinero@bfe.admin.ch avec l'objet publication LCL. Je passe maintenant au contenu d'une feuille de route. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que l'ensemble des émissions du scope 1 et 2 doivent être pris en compte dans toutes les parties de la feuille de route. Les émissions du scope 3 sont considérées de manière optionnelle, c'est recommandé.
ce qu'il est important de noter, c'est que si les émissions du scope 3 sont considérées, elles doivent l'être dans toutes les parties de la feuille de route. Et également, si une demande de subvention est faite pour une mesure qui concerne les émissions du scope 3, alors la feuille de route adjointe devra aussi couvrir ces émissions du scope 3. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui est la base de la feuille de route, la première partie, se fait selon le GHG protocole, qui divise les émissions en 3 catégories principales, qui sont celles du scope 1, les émissions directes, qui viennent des installations qui sont émises par les installations détenues ou contrôlées par l'entreprise. Ça va être les émissions de combustion, des combustibles, mais aussi des carburants, des fluides frigorigènes, etc. Dans les émissions du scope 2, on trouve les émissions indirectes qui résultent de la production d'énergie achetée par l'entreprise. Ça va être par exemple celles qui sont liées à la production d'électricité. Et dans le scope 3, les émissions indirectes de la chaîne de valeur de l'entreprise. Ça pourrait être par exemple le transport de produits, le recyclage, etc. D'une manière générale, pour le bilan des gaz à effet de serre, il faut prendre en compte toutes les émissions directes et indirectes. Donc, selon la loi sur le climat, on parle ici, selon cette définition, on parle ici des émissions du scope 1 et du scope 2. Ça doit être au moins, pour les émissions en Suisse, c'est bien sûr recommandé de couvrir toutes les émissions, y compris celles qui sont émises à l'étranger, conformément au GHG protocole. Quand les émissions du scope 3 sont couvertes, alors ça doit au moins être les catégories pertinentes telles qu'elles sont définies dans l'ordonnance sur le climat. Vous pouvez vous référer pour cela à la directive. Les émissions sont à donner en équivalent CO2 et les facteurs sont mis à disposition dans le Scope Emission Tool. Pour les émissions du scope 1, nous recommandons l'utilisation des facteurs d'émission qui sont publiés dans le Scope Emission Tool et qui garantissent que les critères de qualité sont remplis. Et il est aussi important de noter que pour l'achat de biogaz, on peut comptabiliser cet achat de biogaz dans les émissions, pour le calcul des émissions du scope 1 si et uniquement si les produits en Suisse sont importés physiquement en Suisse. Le bilan des émissions du scope 2 se fait selon le principe du dual reporting. Donc, ça veut dire que pour le bilan, il est nécessaire de calculer les émissions selon l'approche location-based et également selon l'approche market-based. Pour l'approche location-based, on utilisera le facteur d'émission moyen du réseau, c'est-à-dire le mix consommateur. Et pour le market-based, on utilisera les contrats de fourniture d'électricité. À ce propos-là, il faut noter que ces instruments contractuels qui permettent de prouver l'origine du courant doivent provenir du même marché que celui où l'énergie est consommée. Donc ça, c'est les critères de qualité du GHG protocole. Ça signifie pour nous en Suisse que ces instruments contractuels sont donc pour le calcul des émissions du scope 2 market-based, les garanties d'origine suisse et les PPA, les Power Purchase Agreements pour des installations de production en Suisse. Pour le calcul des émissions de l'énergie qui provient d'usines d'incinération d'ordures ménagères, c'est un calcul selon le GHG protocole. Veuillez noter que ce GHG protocole est en cours de révision à ce sujet. La description des installations et des processus est aussi une partie importante de la feuille de route. Elle permet de se rendre compte de la situation initiale de l'entreprise. Donc, elle doit bien sûr couvrir l'ensemble du périmètre de la feuille de route pour se rendre compte des émissions qui sont à réduire et des solutions qui peuvent être appliquées. Il faut qu'on puisse en fait pouvoir comprendre quels sont les challenges de l'entreprise, où sont émises ces émissions, par quoi et comment les solutions vont s'appliquer.
Pour l'analyse des solutions zéro net, ici, c'est important que les différentes options soient évaluées de manière à ce que les meilleures solutions soient retenues en tenant compte du contexte de l'entreprise, c'est-à-dire des éventuelles limitations, des éventuels bénéfices multiples. Et lorsqu'on a fait ça, on peut estimer les émissions difficilement évitables qui resteront à neutraliser en 2050. Pour définir la trajectoire de réduction, on a un point de départ qui est la quantité d'émissions des scopes 1 et 2 au cours de l'année de référence, qui est celle du bilan. Pour les émissions du scope 2, on peut choisir entre l'approche market-based ou location-based. Ce qui est important, c'est que les émissions du scope 1 et 2, leur courbe de réduction est représentée ensemble. Pour l'objectif final, on a par défaut une réduction maximale de ces émissions, donc souvent zéro émission obtenue par la réduction, ou le cas échéant, la quantité d'émissions difficilement évitables restantes. Les objectifs intermédiaires sont donnés pour 2030 et 2040 et ils dépendent de la trajectoire de réduction. Le scope 3, la trajectoire de réduction pour le scope 3, s'il est couvert, est représenté séparément avec une année de référence qui peut être différente. Ce qui est important ici, c'est que l'objectif est défini librement. Pour construire la trajectoire de réduction des émissions du scope 1 et 2, c'est une construction vraiment top-down. Donc, en fait, ça ne représente pas la réduction réelle des émissions de l'entreprise. Ça représente en fait une courbe limite pour l'évolution des émissions. Donc ça va permettre, cette courbe limite va permettre ensuite de planifier les mesures pour pouvoir respecter cette trajectoire. La trajectoire doit être linéaire autant que possible. Dans l'ordonnance, il est écrit qu'elle se fonde sur les valeurs indicatives pour les différents secteurs. Je pense que la traduction n'est pas fidèle parce que c'est plus une orientation. Il n'est évidemment pas possible d'utiliser ces valeurs indicatives directement. Il s'agit d'objectifs de réduction par rapport à 1990. Il y a très peu d'entreprises qui connaissent leurs émissions en 1990. Ces trajectoires et ces objectifs intermédiaires et finaux ne sont pas applicables à toutes les entreprises. Ça vaut pour la mobilité, pour l'industrie. Et donc, en conclusion, l'objectif de réduction de 90% seulement par rapport à 100, donc, ne s'applique pas à toutes les entreprises. Et donc, pour définir la trajectoire, on prendra en compte le point de départ, l'objectif final, la répartition des émissions de l'entreprise dans les trois secteurs qui sont le bâtiment, la mobilité et l'industrie, donc les installations, les process, et la disponibilité prévue des solutions techniques, donc à quel moment seront disponibles les solutions de décarbonation. Le plan de mesure permet donc de respecter la trajectoire de réduction. Comme je l'ai dit, l'effet cumulé des mesures représente la réduction réelle que l'entreprise prévoit. Donc, ce n'est pas exactement la même que celle de la courbe de réduction, mais c'est une courbe qui se situe en dessous. Ce plan de mesure tient compte encore de la répartition des émissions dans les différents secteurs. Il faudra par exemple diminuer plus rapidement les émissions des bâtiments que les émissions des process. Les mesures doivent également être priorisées de manière à ce qu'on substitue en priorité les agents énergétiques fossiles, qu'on réduise les émissions grâce à des mesures standards ou innovantes, qu'on capture ensuite le carbone et en dernier lieu, qu'on neutralise les émissions restantes en utilisant les technologies d'émissions négatives. Les projets de compensation, leur effet ne peut pas être comptabilisé pour l'atteinte de l'objectif, mais ils peuvent être comptabilisés en plus de cet objectif. Pour tout ce qui concerne les informations à fournir sur les mesures, je vous laisse regarder en détail la directive sur l'article 5.
Et je laisse maintenant la parole à Sophie Wenger pour la trajectoire nette et la comptabilisation des émissions négatives. Merci beaucoup et bienvenue aussi de mon côté à ce webinaire. Alors, comme nous avons entendu, c'est possible qu'une entreprise, même avec une trajectoire de réduction très ambitieuse, peut avoir des émissions difficiles à éviter aussi en 2050. Et pour adresser cela, c'est une exigence dans l'ordonnance de la protection du climat qu'un trajectoire de développement pour les émissions négatives doit être défini. Qu'est-ce que c'est les émissions négatives? C'est défini dans la loi sur le climat comme des approches qui captent de l'atmosphère d'une manière durable du CO2 et le stockent durablement. Ça peut se passer avec la biomasse, par exemple, mais aussi avec des approches techniques. Alors, le but de cette trajectoire de développement est que, en somme, avec la trajectoire de réduction, il y a un effet de zéro émission nette en 2050, le plus tard. C'est possible aussi que le bilan de l'entreprise va dans une direction nette négative. Pour la forme du trajectoire, il est recommandé dans la directive que la forme est idéalement linéaire et qu'elle commence avant 2030 et qu'il y a des objectifs intermédiaires à partir de 2030 tous les 5 ans. Quelles activités ou mesures peuvent être comptées vers cette trajectoire de développement? Il y en a deux. Une possibilité est que l'entreprise gère elle-même des émissions négatives dans l'entreprise et qu'elle s'oriente concernant les exigences sur l'ordonnance sur le CO2, l'article 6 qui formule des exigences pour ce genre de projet qui capte du CO2 de l'atmosphère et le stock. Le terme juridique là est renforcement des prestations de puits de carbone en Suisse dans l'ordonnance CO2. La deuxième possibilité est d'acheter des attestations nationales ou internationales. Ce sont des attestations que l'Office fédéral de l'environnement issue, basées sur la loi CO2 et les exigences que j'ai mentionnées dans l'ordonnance sur le CO2. Tenant compte du fait qu'aujourd'hui, il y en a encore très peu de ces attestations pour émissions négatives, si une entreprise déjà maintenant veut faire quelque chose pour aider à développer ce marché, c'est déjà possible aujourd'hui d'acheter des certificats dans le marché volontaire, Voluntary Carbon Market, sur des standards volontaires d'entreprises privées, mais c'est un surplus. Quelque chose d'additionnel et ces crédits ne peuvent pas être comptés vers le trajectoire de développement. Et comme mentionné, Scope 3 est recommandé, mais optionnel et devra être représenté séparément. Nous avons maintenant une petite animation pour illustrer comment le trajet de réduction et le trajet de développement d'émissions négatives fonctionnent ensemble. Alors, il y a ici un exemple d'une trajectoire de réduction d'une entreprise qui est mandatoire basée sur l'ordonnance de protection du climat. Ici, dans ce cas, l'entreprise a des émissions difficilement évitées dans l'année 2050 et basée sur la loi climat, elle doit avoir des émissions négatives en 2050 pour neutraliser ces émissions. Soit dans l'entreprise ou basé sur les attestations achetées. Et c'est recommandé d'avoir une trajectoire linéaire avant 2030 pour développer ce projet, la trajectoire de développement. Et en résultat, après, la somme donne un bilan d'émissions nettes zéro dans l'année 2050 pour ce cas. C'est aussi possible qu'on a le cas d'une entreprise qui a pas d'émissions résiduelles. Alors, le trajectoire va en zéro absolu. Si l'entreprise veut contribuer au développement du marché d'émissions négatives, elle peut définir un trajectoire d'émissions négatives avec le résultat que les émissions nettes, dans ce cas ici, deviennent nettes négatives. Voilà, dernier slide, exactement. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la
parole à Pierre-Yves Padet. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que vous voyez bien ma présentation du coup? Voilà, est-ce que tu peux me confirmer si c'est OK, parce que je ne vois pas. Je montrais ton slide, donc je ne suis pas absolument certaine, mais je pense que tu peux y aller. OK, parfait. Merci Olivier. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui le formulaire de relevé d'émissions que l'OFEV a mis à disposition pour un peu supporter ces démarches de roadmap vers la décarbonation. Donc l'objectif en fait de cet outil, c'est surtout de matérialiser un petit peu toutes les informations qu'on a à disposition déjà au sein de l'administration fédérale en termes de facteurs d'émission et en termes de mettre toutes ces informations en commun pour les illustrer, pour les mettre à disposition de tous pour soutenir donc toutes ces démarches. Est-ce que j'arrive à passer ? Voilà. Donc, on a pour objectif effectivement de mettre à disposition ces informations pour répondre donc aux articles de la loi sur le climat et l'innovation, articles 5 et 10. On fournit ces bases de données. On a beaucoup d'informations sur les émissions directes et indirectes et les émissions scope 3 au sein de l'administration fédérale. Et elles sont parfois disséminées à différents endroits. Et l'idée, c'est donc de les mettre tout ensemble ici, de vous les fournir dans un cadre uniforme et dans un cadre consistant. C'est-à-dire que les informations sont rebouclent entre elles, a priori. Qui peut utiliser ces informations? Tout le monde peut utiliser ces informations, bien évidemment. C'est publié sur le site web de l'OFEN pour le moment. Donc aussi bien les administrations publiques que le secteur privé peut donc remplir ce formulaire, utiliser les facteurs d'émission, réutiliser les facteurs d'émission dans d'autres outils, bien évidemment, puisqu'on met à disposition essentiellement la donnée de base. Les possibilités et limitations, donc ça va vous permettre effectivement d'avoir un bon niveau d'analyse par rapport à l'empreinte carbone de votre domaine d'activité, de votre entreprise, ou alors pour les administrations et les cantons, ça va permettre aussi de faire un peu une hotspot analysis, c'est-à-dire d'identifier quels sont les endroits où les émissions de carbone sont les plus importantes, de manière à peut-être mettre en place justement ces stratégies pour réduire ces émissions. Il est clair, par contre, que cet outil n'a pas pour vocation de permettre de comparer différents prestataires ou différentes catégories de produits. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé pour connaître sa propre empreinte carbone et mettre en place sa propre stratégie de décarbonation. Donc, cet outil, cette solution, on va faire une démonstration après, donc, qui divise effectivement tient compte des 3 catégories, des 3 scopes qui sont fixés dans le GHG protocole. Le premier scope, donc les émissions directes de l'entreprise, sont divisées par les 5 sous-catégories également disponibles et définies dans le GHG protocole, qui sont les installations de combustion stationnaire, tout ce qui est processus chimique, le transport, la réfrigération et les émissions fugitives. Pour cet aspect sur le scope 1, toutes les informations pour les sous-catégories 1 et 2 sont issues donc des tables et des données Faktenblatt à disposition sur le site de l'OFEV. Et puis pour les données sur le transport, ce sont issues de tout ce qui est Mobitool, donc un calculateur sur les émissions de gaz à effet de serre de la mobilité, qui est basé sur les informations de l'OFEV. Les données sur les émissions CO2 équivalentes pour la réfrigération et les émissions fugitives sont issues des rapports de l'IPCC pour partie également. Pour le scope 2, donc tout ce qui est en lien avec la fourniture et l'approvisionnement en électricité et en chaleur, on a effectivement utilisé les données qui sont à disposition sur la base de données de l'administration fédérale en matière d'éco-bilan, ici OFEV 2025, qui contient aussi, pour ceux qui connaissent, les informations issues de la KBOB, donc dans le secteur du bâtiment. On a donc ces mix électriques qui sont définis et les impacts environnementaux associés à ces mix électriques qui sont effectivement également calculés dans cette base de données. Donc ce sont ces informations-là qui sont reprises directement dans cet outil et qui sont directement consultables également dans les autres feuilles de l'outil. Pour le scope 3, le troisième aspect, donc, c'est réparti dans les 15 sous-catégories également définies par le GHG protocole. Et là, on a 2 sources de données disponibles. La première, ce sont des données spend-based, donc par franc investi dans les catégories quelles sont les émissions de carbone associées.
Ces données sont issues de travaux qui avaient été financés donc, par l'OFEV et réalisés en collaboration avec une entreprise qui s'appelle ESU Services, qui présente l'avantage d'être simple d'utilisation pour chaque sous-catégorie, donc prend investi des émissions de carbone associées, mais qui peut avoir certaines limitations, notamment pour représenter les émissions des produits durables qui peuvent parfois coûter plus cher, et donc qui auraient ici plus d'émissions carbone. Donc, il faut garder en tête un petit peu cet aspect-là lorsqu'on veut utiliser les émissions spend-based ici. La deuxième source de données, c'est effectivement donc, cette base de données d'éco-inventaire, d'éco-bilan de l'administration fédérale, de l'OFEV, qui regroupe donc 8000 processus et qui donne donc des informations sur les émissions carbone de ces 8000 processus, aussi bien au niveau du bâtiment, de l'énergie, de la chimie, du transport, etc. L'intérêt ici, c'est qu'on représente beaucoup mieux les impacts environnementaux, les émissions carbone, mais bien évidemment, on a à disposition pour le moment que 8000 processus, donc pas toutes les données, pas toutes les informations pour des produits spécifiques sont disponibles. Et il y a certaines catégories du scope 3 qui ne peuvent pas être modélisées puisqu'elles sont dépendantes de l'activité de l'entreprise. Un point important ici qu'on souhaite mettre à disposition, c'est que l'outil il est adapté à fur et à mesure en fonction en particulier de vos retours. Donc sur cet outil, il y a une adresse email à disposition pour poser des questions et également pour suggérer des recommandations. Et bien évidemment, ça s'améliorera grâce à vos retours, donc votre contribution compte. Comme perspective, pour terminer par rapport à ça, juste rapidement, on a pour objectif effectivement de mettre en place un certain nombre d'add-ons, de calculateurs supplémentaires pour mieux représenter un certain nombre d'aspects. Donc, on aura un calculateur sur le chauffage urbain du futur, sur le chauffage à distance pour le futur. On met à jour actuellement tous les facteurs d'émission en lien avec les mix électriques et on va développer encore un certain nombre de choses par rapport au mix électrique prospectif d'ici à 2050, donc pour vous permettre de tenir compte de ces aspects d'une manière consistante avec nos facteurs d'émission. On va aussi, point important, mettre à jour tout ce qui est les facteurs spend-based, a priori en 2026, sous réserve. Donc voilà pour cette introduction rapide. Et maintenant, si je fais juste, parce que je vois qu'on est un petit peu en retard sur le planning, je vais juste faire une démonstration assez rapide de cet outil à disposition. Donc, on a fait un exemple un peu fictif ici d'une entreprise basée en Suisse d'à peu près 90 personnes qui a une activité PME industrielle dans tout ce qui est mécanique. Donc, l'outil se présente comme ça, une première feuille avec des explications sur ce qui est pris en compte. Donc, tout ça a été présenté déjà. Les scopes, vous les connaissez probablement. Et puis, la possibilité, encore une fois, comme je vous disais, de donner des feedbacks ici par rapport à cette avec cette adresse email ici, lca@food.ch. Ensuite, pour chaque scope, il est donc possible de remplir les informations. Donc, pour le scope 1, on peut choisir si l'entreprise est concernée par chacune des 5 sous-catégories. Donc, ici, on a effectivement rempli de manière fictive un exemple. Et pour chacune de ces sous-catégories, ensuite, il faut fournir les informations en termes de quantité de combustible consommé, de quantité d'essence pour le transport ou les émissions fugitives qui peuvent intervenir. Les émissions de réfrigération ici sont données. Donc on peut remplir toutes ces informations directement, ce sont des données en général qui sont disponibles. Pour le scope 2, là idem, donc les données sont à disposition pour le mix électrique moyen selon l'approche location-based, donc qui est représenté ici, noté consumer mix, avec une certaine donnée. Il est aussi possible de rajouter un certain nombre de données plus spécifiques pour l'énergie, pour différentes sources d'énergie et de remplir les informations et les chiffres seront directement calculés. Ici, on voit, j'ai rentré pour l'électricité d'origine photovoltaïque. Pour le scope 2, bien évidemment, il n'y a pas d'émissions carbone directe. Idem ici, donc pour tout ce qui est la quantité d'énergie qui est achetée par des réseaux de chauffage à distance. Finalement, le scope 3, les informations donc, qui sont renseignées ici, vous avez l'exemple ici pour les différentes catégories, sous-catégories, pardon, avec ici des informations qui sont remplies selon une approche spend-based, donc avec juste des données financières qui sont directement converties donc, en CO2. Et puis les données qui sont renseignées automatiquement par les autres scopes, par exemple ici pour le consumer mix qui est rempli dans le scope 2 ou pour l'énergie solaire que j'ai rentré effectivement. Alors, il y a une petite erreur, normalement ça marche, mais là je ne sais pas d'où vient cette erreur. L'effet démo sûrement.
les calculs sont automatiquement normalement reportés pour le scope 3. Donc ici, toutes les informations arrivent directement. Un point important, c'est que ensuite vous avez donc l'Emission Dashboard qui vous permet de voir la répartition par scope de vos émissions et le Hotspot Analysis par scope qui vous permet de voir d'où viennent les impacts. Un point important que je voulais encore mentionner avec vous, c'était que toutes les informations qui sont utilisées pour les calculs sont également disponibles dans cet outil sous forme de tableau ici, donc EF Scope 1, les facteurs d'émission qui sont utilisés pour le Scope 1, EF Scope 2 idem, EF Scope 3. Vous avez toutes les informations qui sont pour le calcul des Scope 3, donc basées sur la base de données de l'administration fédérale en matière d'éco-bilan, toutes les informations sur Mobitool, sur le transport, et toutes les informations sur le mix électrique. Donc vous avez vraiment une transparence complète des informations qui vous permet d'aller voir un petit peu comment c'est calculé, d'où viennent les données. Et puis si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez à tout moment nous contacter et on essaiera d'y répondre dans les plus brefs délais. Voilà, j'espère que je vous ai fourni un tour d'horizon assez complet de l'objectif et de cet outil. Et donc maintenant, je pense qu'il est temps de laisser place aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Donc, comme Félix vous l'a annoncé au départ, nous allons répondre à partir de maintenant aux questions qui ont été posées dans le chat. Si nous n'arrivons pas, pour des raisons de temps, à répondre à toutes, nous vous répondrons par écrit. Et les questions qui sont vraiment d'intérêt général, qui concernent absolument tout le monde, seront intégrées dans le FAQ qui est publié sur notre site. Et dans tous les cas, vous pouvez nous adresser vos questions à l'adresse email itinero@bfe.admin.ch. Félix, je te laisse nous donner les questions. Merci, Paul. OK, la première question. Pourriez-vous expliquer concrètement pourquoi dans le bilan, il faut avoir l'approche market-based et location-based pour le scope 2, mais pas dans le feuille de route en pratique? Faut-il faire 2 bilans séparés? Alors, ça, ce n'est pas une exigence qu'on a fixée nous-mêmes, c'est en fait une exigence du GHG protocole. En fait, l'idée ici, c'est de ne pas, s'il existe en fait des instruments contractuels dans un pays, comme par exemple les garanties d'origine pour l'ensemble de l'Europe, pour la Suisse, alors il faut les prendre en compte en fait. C'est ce que demande le GHG protocole. Mais par contre, il ne faut pas trop s'aveugler en fait avec cette approche, et afin pour une entreprise de garder en fait une visibilité sur les émissions réelles qui sont causées par sa consommation d'énergie, il faut qu'elle puisse pouvoir aussi les avoir calculés. Donc ça, c'est vraiment une exigence qui est fournie par le GHG protocole. Il faut avoir fait les deux. Par contre, comme je vous l'ai dit, pour le calcul de la courbe de réduction, il n'est pas nécessaire d'avoir deux courbes. Donc on choisit une ou l'autre des deux approches pour établir la courbe de réduction. Je ne sais pas si tu souhaites faire une précision, Pierre-Yves. Non, je pense que tu as effectivement bien complété, bien répondu à la question. Pour moi, c'est le dual reporting et de manière à assurer effectivement une certaine transparence dans les calculs qui sont réalisés. Merci. Alors, la prochaine question. Est-ce que l'achat d'électricité neutre en CO2 avec garantie d'origine suisse est considéré comme une mesure de décarbonation? N'est-ce pas une voie trop facile pour réduire les émissions? Il s'agit juste de changer de gamme d'électricité chez un fournisseur sans engagement contractuel sur une longue durée et sans garantie que le fournisseur se fournit après de l'installation qui a donné lieu à une création de garantie d'origine. Alors ici, il faut bien différencier la planification de la mesure et ensuite le respect de cette mesure. Je dirais que la question, elle est valable pour toutes les mesures. On peut les planifier et jamais les mettre en œuvre. Ça, c'est clair. Je pense que ce n'est pas le but de la feuille de route. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect facilité
d'avoir recours à des garanties d'origine. Ici, la fonction de ce système en fait, d'instruments contractuels pour calculer les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, c'est aussi de stimuler le marché, c'est-à-dire que les producteurs, les entreprises de production d'énergie doivent elles-mêmes se décarboner. Quand la demande en énergie renouvelable augmente, alors la production augmente. Néanmoins, c'est toujours la loi de l'offre et la demande, n'est-ce pas? Et si vraiment on a l'intention de mettre en œuvre aucune mesure pour diminuer la consommation d'énergie achetée et qu'on pense réduire les émissions ou qu'on planifie de réduire les émissions uniquement avec l'achat de garanties d'origine, on prend, et d'autant plus quand elles sont issues du même marché, c'est-à-dire pour l'instant en Suisse, on prend vraiment le risque d'avoir des coûts associés très importants. Je ne sais pas si tu veux compléter encore, Pierre-Yves. Non, tes réponses, elles sont complètes. Pardon, merci beaucoup. Prochaine question. Contrairement à ce que j'ai pu lire et comprendre de vos slides, le Greenhouse Gas Protocol permet l'achat des garanties d'origine européenne pour réduire le scope 2 en Suisse. Est-ce que la LCL ne permet que les garanties d'origine suisse pour réduire le scope 2? Alors ici, il y a deux aspects dans cette question, hein. C'est-à-dire que les exigences dont on parle actuellement sur la comptabilisation de garanties d'origine, ce sont des exigences qui sont déduites du GHG protocole. Donc, ce ne sont pas des exigences de la loi sur le climat à proprement parler. Ce que nous, on propose, c'est une méthodologie en fait, qui permette de plausibiliser une stratégie de décarbonation. Ça reflète aussi la pratique très largement en vigueur en Suisse et à l'étranger. Bien sûr, tous les pays ont leur contexte différent. Et je ne pense pas avoir dit qu'on autorisait les garanties d'origine, enfin qu'on admettait que les garanties d'origine européennes dans le cadre de la réalisation d'une feuille de route remplissent les critères de qualité du GHG protocole. Au contraire, en fait, le critère essentiel ici, c'est vraiment qu'il faut pouvoir s'assurer que la garantie d'origine qui est émise correspond à une quantité d'énergie renouvelable correspondante qui a été injectée sur le réseau suisse, quand on parle d'électricité, par exemple. Je peux juste me permettre de compléter encore une fois ici, cette fois-ci. Je voulais juste compléter par rapport au fait que cette approche, que le GHG protocole recommande aussi toujours d'utiliser le dual reporting ici pour ce genre de calcul. Donc il y a aussi il y a toujours cette dualité à tenir compte aussi dans les calculs qu'il faut garder en tête. Sophie, la prochaine question, tu as déjà répondu dans le chat. Je la repose pour tout le monde. Est-ce que cela veut dire qu'un jour, il se pourra que les certificats du marché libre soient reconnus et si oui, à quelles conditions? Alors, comme j'ai écrit dans le chat, aujourd'hui, les unités provenant du marché volontaire ne peuvent pas être comptabilisées vers la politique climatique suisse, ni vers l'objectif national, ni vers les instruments, y compris ici les feuilles de route. Si. Prochaine question, c'est sur le facteur d'émission Scope 2. Quel facteur d'émission dans les cas d'une chaleur à distance qui fournit des gammes 100% renouvelables ou rejet des chaleurs incinérateurs déchets, 80%, 5%, etc. Oui. Thierry, je te laisse répondre directement. Bien sûr.
Dans ce cas-là, effectivement, dans l'outil qui est à disposition, la chaleur issue de l'incinération pour le scope 2 aura zéro émission pour le scope 2 et il y aura juste la distribution et l'approvisionnement du réseau de chaleur qui seront tenus compte dans le scope 3. Prochaine question. Pour le calcul des émissions de l'achat d'énergie, première électricité et seconde chaleur, et des CO2 provenant du UIOM, l'Utilscope Emission Tool est-il à jour? Donc, précision quand même avant que Pierre-Yves réponde, il s'agit des usines d'incinération des ordures ménagères. Hein. Donc, effectivement, les données actuellement qui sont mises à disposition sont à jour par rapport à l'état des informations qu'on a et l'état des modèles qu'on a. Comme je disais dans la présentation, on a un certain nombre d'actualisations qui sont en cours, notamment pour le mix électrique, et qui pourront donc faire l'objet d'une mise à jour des facteurs d'émission une fois qu'on aura fini tout le processus d'assurance qualité sur ces informations. Mais tout ce qui est actuellement dans l'outil représente l'état des informations que nous avons à disposition et qui sont cohérentes, encore une fois, entre les différents modèles utilisés. Est-ce que le bilan et les feuilles de route doivent être publiés publiquement? Non. La feuille de route la feuille de route individuelle d'une entreprise reste sa propriété exclusive. Il faut néanmoins quand même remarquer que lorsqu'on dépose une demande de subvention selon l'article 6 de la loi sur le climat, alors il faut envoyer la feuille de route à l'OFEN parce que c'est une partie en fait des informations de la demande et qu'elle permet de plausibiliser la mesure dans une stratégie, mais ces données ne sont pas publiées. Il y a encore une question sur l'outil. L'outil intègre-t-il l'évolution des facteurs d'émission? Alors l'outil, pour le moment, il est fixé, il donne les facteurs d'émission qui sont actuellement utilisés et disponibles. Donc ça veut dire que la chaleur ou l'électricité, ce sont sont des valeurs qui sont fixes. Maintenant, comme je l'ai présenté, c'est vrai, un peu rapidement, il y a un certain nombre d'outils additionnels ou de plugins, d'une certaine manière, qui sont en cours de développement pour cet outil, qui visent à permettre d'avoir des informations dans le temps pour la chaleur, pour la chaleur à distance et pour le mix électrique. Ces informations, effectivement, seront à fur et à mesure mises à disposition. Après, pour l'instant, effectivement, on ne tient pas compte d'améliorations technologiques pour les chaînes de fabrication, ce genre de choses. Ça, c'est pas quelque chose qui a été mis en place et qui est disponible dans cet outil. Est-ce que toutes les entreprises de Suisse sont soumises à cette loi? Jusqu'à quand les entreprises doivent faire leur bilan? Quelles sont les conséquences si elles ne le font pas? Alors, la loi sur la protection du climat concerne toutes les entreprises et ça concerne l'atteinte de l'objectif net zéro, mais pas la réalisation des feuilles de route. Donc, c'est un peu à l'appréciation de l'entreprise, quelque part, à décider à quel moment il faut commencer à faire ce bilan et cette feuille de route. Bien sûr, pour pouvoir atteindre zéro émission nette en 2050, notre recommandation est bien sûr de le faire le plus rapidement possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues dans ce cadre légal. Comme l'a complété Sophie tout à l'heure aussi, il y a aussi d'autres dispositions en vigueur. Hein. La loi sur le climat, c'est une loi cadre. Il y a aussi d'autres instruments auxquels les entreprises sont soumises et il n'est pas exclu que le cadre légal évolue également. Pour stimuler, ne faudra-t-il
pas que les garanties d'origine concernant des nouvelles installations. Je comprends le sens de la question, mais néanmoins, il y a quand même la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la demande augmente, les installations existantes sur un même marché ne suffisent plus en fait à fournir tous les clients en garantie d'origine, et donc ça stimule aussi la création de nouvelles installations d'énergie renouvelable. Après, il y a aussi le système des Power Purchase Agreements où une entreprise peut en fait établir un contrat directement avec un producteur d'énergie, un nouveau producteur d'énergie par exemple, ou un producteur qui aurait une nouvelle installation de production d'énergie renouvelable, et ça stimule aussi ce marché. Si une entreprise a déjà fait un bilan CO2 avec un outil basé par exemple sur les facteurs d'émission de EcoInvent, doit-elle le refaire avec Scope Emission Tool pour pouvoir établir sa feuille de route compatible LCL? Thierry, je me permets juste d'introduire avant que tu répondes. Ici, il faut bien voir que c'est des recommandations qu'on fait sur l'utilisation des facteurs. Les facteurs que l'OFEV publie garantissent un certain niveau de qualité au niveau des données. Et sur le fond, je laisse Pierre-Yves compléter la réponse. Donc effectivement, ce que disait Paul ici est fondamental, c'est que l'outil, les informations qu'on met à disposition, c'est pour soutenir ces feuilles de route, mais il ne me semble pas que ce soit quelque chose qui soit obligatoire. L'avantage, c'est que on a quelque chose qui est complètement cohérent et toutes les informations sont issues de données développées par l'administration fédérale. Donc ça reboucle intégralement dans les modèles et dans les méthodes de calcul. Donc l'utilisation d'un autre, pour moi, à partir d'autres sources pour les facteurs d'émission pourrait être tout à fait envisageable, je pense, pour autant que les règles et les prescriptions qui sont décrites dans les documents cadres soient respectées. C'est-à-dire cette question des garanties d'origine suisse, ces questions sur la chaleur à distance, sur tout ce qui est production de chaleur, etc., que tout ça soit cohérent, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres facteurs d'émission. Donc il faudrait bien vérifier ça et vérifier la cohérence des facteurs d'émission qui sont utilisés. La prochaine question, la disparition en 2025 du soutien financier pour la création de feuilles de route qui a brièvement existé en 2024 n'est pas une bonne nouvelle. Quel soutien financier compte mettre en place la Confédération pour soutenir les entreprises dans le effort de décarbonation? Oui, je comprends. Je comprends que les entreprises puissent être déçues d'une manière générale, mais avec l'entrée en vigueur de la loi sur le climat, c'est un autre type de subvention qui est mis en œuvre, c'est-à-dire le soutien à la mise en œuvre de mesures innovantes. Et c'est plus le même paradigme, pour ainsi dire. Par contre, le fait qu'on ait offert cette subvention pendant quelques années avant l'entrée en vigueur de la loi a quand même permis aussi aux différents bureaux de conseil de se familiariser avec l'outil. On a, nous, constaté une certaine réduction des coûts en fait pour la réalisation d'une feuille de route au fil du temps pendant le programme de subvention. Je sais d'autre part qu'il y a des cantons qui envisagent de soutenir les entreprises, mais je pense que dans ce cas-là, il faudra probablement s'attendre à ce que ça concerne essentiellement les PME. Oui, je pense que j'ai tout
tout couvert sur cette question. Merci Paul. Et puis la prochaine question. Comment l'OFEF pense accréditer ou valider les bureaux d'inscrivants sur Itinero? Il risque d'y avoir des niveaux de compétences et d'exigences très différents. Oui. Alors, premièrement, peut-être il faut peut-être que je rappelle que pour publier cette liste de conseillers et de conseillères sur notre site web, on ne fait pas d'accréditation, donc il n'est pas obligatoire d'être accrédité auprès de l'OFEN pour faire une feuille de route. Donc, de toute façon, nous ne sommes pas garants finalement des niveaux de compétences et d'exigence, puisque il y a une liberté au départ, en fait, concernant les personnes qui réalisent ces feuilles de route. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est un enregistrement des personnes. On demande à ce qu'elles aient une formation minimale en rapport avec la tâche, pour ainsi dire. Si on publie une expertise de branche pour une personne donnée, on veut s'assurer qu'elle ait au moins deux expériences dans ce domaine. Donc, ce qu'on fait finalement, c'est plus une vérification des données qui sont fournies à l'enregistrement, qui permettent en fait de s'assurer que les personnes qui sont sur cette liste publiée ne sont pas complètement à côté en termes de compétences par rapport à ce qui est nécessaire d'avoir pour réaliser une feuille de route. L'idée ici, du fait qu'il n'y ait pas de système d'accréditation, cet enregistrement et donc la publication de cette liste de conseillers et de conseillères a en fait la fonction d'informer une entreprise qui ne saurait pas à qui s'adresser pour qu'elle puisse choisir en fonction de sa région, de sa langue, de sa branche, de ses besoins, qu'elle puisse quand même avoir un choix, un certain nombre de noms, de contacts auxquels s'adresser. La prochaine question. Pour l'instant, l'OFEF ne propose pas encore de certificat pour l'émission négative. Est-il envisageable d'une entreprise bloque aujourd'hui de l'argent sur un compte externe qui permettra uniquement d'acheter des certificats quand ils seront disponibles et que ceci compte déjà pour sa feuille de route? Je peux commencer à prendre cette question. Là, il y a plusieurs éléments. Première clarification, c'est pas l'Office fédéral de l'environnement qui propose ces attestations ou des crédits. Ça marche comme ça qu'un développeur de projet dépose un projet chez nous, on l'analyse et puis après, si tout est bien, on issue les crédits. Mais ce n'est pas nous qui commençons le processus. C'est un développeur de projet qui doit venir avec un projet. Alors, c'est à ma compréhension, mais peut-être Pauline dirait qu'elle ajoute, les mesures définies par les entreprises dans la feuille de route représentent une intention de faire quelque chose, aussi tenant compte du fait qu'il y a des incertitudes dans le futur, à quel point une mesure peut être réalisée. Par exemple, si une industrie veut faire du captage, transport et stockage de CO2, si on parle de beaucoup de CO2, il y a la question de transport, pipeline, etc. C'est encore plutôt incertain. Mais si la mesure est dans la feuille de route, c'est clair, il y a l'intention de le faire. Et on plausibilise comment, comme entreprise, on a l'intention de le faire. Alors, c'est à l'entreprise de décider comment exactement elle veut acheter ces attestations dans le futur. Si elle veut mettre de l'argent de côté, c'est tout bon, je pense. Oui, je peux. Voilà. Oh, pardon, excuse-moi. Oui, Sophie. s'il te plaît.
Non, je complète volontiers. En fait, le fait de réserver en fait un budget pour l'acquisition de certificats, par exemple, peut pas constituer une mesure, mais comme l'a dit Sophie, le simple fait de prévoir cet achat constitue une mesure en soi. Et ensuite, si pour des raisons de planification budgétaire ou d'investissement, on souhaite bloquer un certain budget pour l'acquisition d'émissions négatives, une alternative est aussi d'investir éventuellement dans un projet de recours aux émissions négatives. Je peux encore complémenter que c'est possible d'avoir un projet qui reçoit une subvention sous la loi sur le climat pour générer des émissions négatives. Il y a une appel d'offres qui est ouverte maintenant où une partie de ces émissions négatives elle peut être créditée. Le gouvernement, on peut faire des attestations pour ça, si le développeur de projet le veut. Et comme ça, une entreprise qui aide avec sa demande pour ces attestations à vraiment faire financer tout le projet, elle aide aussi à générer l'offre pour ces attestations. Peut-être que du coup, je précise encore que cet appel à projet est publié sur le site web de l'OFEN, que si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter toutes les informations à ce sujet et que si vous avez des questions, vous pouvez les adresser toujours à itinero@pfe.admin.ch. Et encore une question. Si l'évolution des facteurs d'émission pour l'ensemble des catégories de 3 scopes n'est pas donnée, comment assurer la cohérence des roadmaps? Je te laisse directement répondre, Pierre-Yves. Merci, Paul. Donc, je ne suis pas 100% sûr d'avoir compris toute la question, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, de toute façon, il est inhérent à ce genre de processus, et d'autant plus d'ici à un horizon de temps 2040-2050, que les facteurs d'émission vont évoluer. Donc, pour le moment, on a ce qui est à disposition et ce qui a été développé jusqu'à présent, et bien évidemment, à fur et à mesure, les facteurs d'émission seront complémentés et seront mis à jour pour tenir compte des évolutions technologiques, des supply chains, des évolutions du marché électrique, par exemple, ou ce genre des évolutions technologiques, même par exemple des productions d'électricité. Donc tout ça sera pris en compte et de toute façon, après, ce document, ces facteurs d'émission seront seront donnés donc à une année de référence. Donc il s'agira de préciser, lorsqu'on présente ces résultats, de dire quelles sont les années de référence qui ont été prises en compte. Donc, l'objectif étant de mettre à disposition des facteurs d'émission pronostiqués. Hein. Bien évidemment, oui. Encore une question. Comment sont éventuellement valorisées des mesures qu'une entreprise fait prendre chez ses fournisseurs ou un changement de design éventuellement occasionnant des émissions de gaz à l'effet de serre scope 1 est élevé, mais avec l'avantage que l'utilisateur du produit émettra, scope 3, beaucoup moins d'émissions? Il y a plusieurs aspects dans cette question. Effectivement, toute réduction d'émissions, qu'elle soit dans le scope 1 ou 3, a un impact sur les émissions générées par l'entreprise. Si je comprends bien la question, quand on parle de valorisation, je comprends ça en termes de potentiel de subvention selon l'article 6 de la loi sur le climat, et il est effectivement possible, pour autant que le projet remplisse les exigences de l'ordonnance sur le climat, il est possible de faire des demandes de subvention pour des mesures innovantes qui auraient un impact dans les émissions du scope 3.
Je vais encore poser une dernière question. Est-ce que la liste des projets entreprises qui auront été subventionnés sera publiée? Là, je dois dire que c'est excellente question. Spontanément, je dirais non, mais je ne suis pas sûre à 100%, donc je vérifierai cette information. Merci beaucoup, Paul. Alors, nous arrivons à la fin du webinaire. Paul, je te passe la parole pour la conclusion. Merci beaucoup, Félix. Je vous remercie en fait pour votre participation à ce webinaire. Merci pour votre temps, pour vos questions. À part cette question de publication de liste de projets, je crois qu'il nous en reste aucune que nous n'avons pas pu répondre. Donc, je m'adresserai directement à la personne qui a posé cette question. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions.